parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Nantes, chez Belle de Jour, en compagnie de Marjolaine et de Clément, avec lesquels on va aborder aujourd'hui la fonction publique territoriale, entre autres, l'administration publique et toutes les fonctions que peut prendre un ingénieur dans le public. On va essayer aussi peut-être de casser un peu certains clichés qui peuvent exister. Donc pour vous présenter brièvement, Clément Chevalier N7 2013, un SN. Ouais. Et en ce moment, donc depuis 2020, est chargé de mission vélo pour Saint-Nazaire Agglomération. Et Marjolaine Force N7 2006, Hydro MF2E. Et depuis 2014, tu es chef de projet ENR pour Nantes Métropole. Voilà. Si vous voulez nous expliquer un petit peu votre formation et comment vous êtes arrivé là. Peut-être toi, tu commences par là. Donc effectivement, moi 2006, avec, comme tu disais, un dernier semestre à l'étranger à Montréal. Ce semestre à l'étranger, il était vraiment tourné pour moi pour aller chercher ce qui n'était pas encore proposé à l'N7, qui était un cursus énergie et environnement. Je cherchais des enseignements sur les énergies renouvelables et la partie, on va dire, motorisation aviation m'intéressait moins. Donc j'ai fait un semestre à l'école polytechnique de Montréal où j'ai pu avoir des cours donc sur les énergies renouvelables, la pollution atmosphérique, mais aussi les économies d'énergie dans le bâtiment, de manière très très appliquée. Et donc après, quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur d'études, puis rapidement chef de projet dans le bâtiment initialement. Dans un gros bureau d'études d'ingénierie qui faisait donc de la construction, alors à la fois au niveau national et international. Et moi, j'étais dans une petite cellule qui s'appelle Elliott, qui traitait d'environnement et de recherche et développement sur ces questions environnementales et énergétiques. À Paris, pardon. À Paris, ouais. Et bon, c'était le début. Donc là, j'ai passé plusieurs années. Finalement, j'ai souhaité quitter ce grand groupe, parce que c'était aussi quand même une très très grosse structure. Même si la cellule dans laquelle j'étais était initialement petite, mais elle avait beaucoup grossi. Donc là aussi, c'est vrai que d'un point de vue dynamique d'équipe, ça change beaucoup de choses. Et puis d'un point de vue personnel aussi, avec mon conjoint, on a souhaité quitter Paris. Donc on est venu à Nantes. Et donc là, j'ai à nouveau intégré un bureau d'études, beaucoup plus petit, qui était surtout tourné vers le développement durable, que ce soit la mobilité, le vélo, que ce soit les déchets ou l'énergie. Donc un bureau d'études qui s'appelle Indigo. Et là, donc là, j'ai passé quelques années aussi. J'ai regardé 4 ans. 4 ans, bravo. En tant que chef de projet, à la fois sur des audits énergétiques, sur du dimensionnement de réseaux de chaleur et des chaufferies bois. Mais je dirais que là, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est que j'ai quitté un aspect vraiment maîtrise d'œuvre technique que j'avais dans mon premier emploi, et je suis passée plutôt dans de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc conseiller et accompagner les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Mais en fait, j'ai fait surtout du public à ce moment-là. Et donc, ça m'a donné vraiment envie de creuser plus, en fait, ce côté public. Je voyais bien que les décisions se prenaient quand même beaucoup à ce niveau-là. Et puis finalement, en 2014, il y a eu une opportunité à Nantes Métropole, le poste de chef de projet énergie renouvelable qui se libérait. Et j'ai saisi l'opportunité. Ok, super. Allez, c'est ton tour. Okay. Alors, moi déjà, j'avais choisi d'étudier les télécoms pour démystifier, parce que déjà, c'était en 2010 quand j'ai choisi la filière, et c'est vrai que c'était en plein boom. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses à faire. J'avais beaucoup d'appétence pour la partie technique, donc et j'ai continué en fait premier stage à faire une chaîne de transmission qui a un standard, c'est le standard de la télévision numérique, le nouveau standard. TNT, à l'époque c'était nouveau, mais c'est toujours en fait celui qu'on utilise. Et puis là t'étais dans un petit bureau d'études à Toulouse. Alors en fait j'étais dans une arrière-cour d'une maison, dans un Ageco, avec 8 personnes, donc c'était vraiment technique, c'était que des mecs. Et puis j'ai continué 1 an pour finir ce sur quoi je travaillais. Et puis c'était quand même une première désillusion. Alors certes, j'étais pas dans les conditions optimales, mais j'ai envie de dire que au quotidien, sur ma routine de travail, je me posais déjà quand même des questions. Je suis remonté dans le Nord, je suis originaire de Rouen. J'ai fait 3 mois à essayer de faire des remplacements en tant que prof de maths, lycée. Ouais, alors maths ou
informatique réseau, etc. Ça, pareil, ça m'a pas trop plu. Donc un autre test un petit peu comme ça. Donc c'était pas très loin. Et puis j'ai trouvé un job technique dans une start-up à Palaiseau, pas très loin de Polytechnique, qui s'appelle Simples, où on faisait des communications sans fil sur mesure pour des applications professionnelles très précises qui avaient besoin de performance, etc. Donc on faisait tout de A à Z, de la plateforme électronique jusqu'au... Ça, tu m'as dit quand on a parlé que ça t'avait plu parce que c'était très innovant. C'était formateur aussi. Et surtout, il y avait pas je voyais pas d'entreprise plus technique et plus innovante. En fait, c'était une nouvelle branche des télécoms qui était encore assez inexplorée. C'était la software defined radio. Donc la radio logicielle, ça s'appelle. Où on peut en fait ajuster tout le temps la télécom au fur et à mesure de l'environnement. Et donc ça intéressait beaucoup le centre spatial à Paris. Pas que à Toulouse. Donc cette expérience a été hyper riche parce que mes collègues étaient tous très ouverts et on avait beaucoup de discussions le midi notamment très variées. Et pendant ces 4 mêmes années, j'ai commencé à m'intéresser en fait aux mobilités, au vélo notamment, puisqu'il y a énormément de problématiques de mobilité à Paris. Parce que tu disais aussi que tu as commencé un peu à voyager pour le travail. Alors j'ai voyagé pour le travail à titre personnel aussi, et je voyais qu'ailleurs c'était fait différemment. J'avais ma belle-sœur aux Pays-Bas à La Haye. Je voyais bien que c'était organisé différemment. Donc là, c'est vraiment des questions d'organisation, pas forcément des questions techniques et de choix technologiques, mais vraiment plus regarder les usages et l'organisation plutôt que de regarder la technologie. Ça m'a vraiment déjà frappé. Parallèlement. En parallèle. Parallèlement, tu étais à Paris-Ancel. Et donc là, j'ai intégré Paris-Ancel en fait à ce moment-là où je me suis investi à titre bénévole dans un lobby de promotion du vélo en fait. Et donc, j'ai discuté avec des urbanistes, j'ai discuté avec plein de gens au sein de l'asso. Puis là, je me suis vraiment passionné. J'ai lu beaucoup de livres sur mon temps libre. Et puis voilà, au bout de 4 ans, dans mon job très technique, je voyais pas d'autres pans des télécoms qui m'intéressaient autant que pouvait m'intéresser l'urbanisme. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai décidé j'essaie de me reconvertir et j'ai fait un peu un qui tout double, c'est-à-dire je tente les entrées en master 2 et puis j'ai été pris à l'école d'urbanisme de Paris. Puis, voilà. Donc je me suis reconverti quelque part. Et là tu fais une formation de 1 an pour te former à l'urbanisme, un peu aussi à la sociologie des villes. Voilà, en fait c'est ça l'intérêt de l'urbanisme, c'est que ça croise énormément de thématiques, aussi bien la sociologie qui est un pan complètement oublié, je trouve, des études d'ingénieur, l'aspect juridique, l'aspect politique, l'aspect environnemental justement, la physique, puisqu'il y a énormément de physique sous-jacente, les flux de la vie, le métabolisme. Et puis voilà, tout plein de questions passionnantes donc il faudrait peut-être une vie à chaque fois pour y répondre. On n'a pas ce temps-là, mais oui. Donc voilà, du coup c'est très riche et passionnant. Ok. Et après ça, donc t'as postulé sur des collectivités. Tu nous as dit qu'il y avait des offres. Alors on avait ciblé la Loire-Atlantique et j'ai regardé l'appel à projet de l'ADEME pour cibler celles qui étaient un peu motivées en matière de vélo. J'ai lancé plein de cannes et puis. Et tu te retrouves à Saint-Nazaire. Ok. Bon top pour vos présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. On voudrait parler pour commencer du job quand tu travailles dans la fonction publique et rentrer directement dans le débunkage de clichés et de stéréotypes. Pour nous, étudiants, quand on travaille dans la fonction publique, on se dit tout de suite c'est beaucoup de paperasse administrative. On fait plus forcément le métier comme on l'entend d'ingénieur. Est-ce que c'est avéré? Non, c'est un gros cliché et je pense surtout les métiers sont tellement divers dans la fonction publique, qu'on soit ingénieur ou pas d'ailleurs. Mais rien qu'en tant qu'ingénieur sortant de 27, on peut être chef de projet numérique, être complètement dans l'innovation et clairement sous des rythmes et des cadences de projet qu'on retrouve dans le privé. On peut être conducteur de travaux, comme dans une grande boîte de BTP finalement. Donc avec là aussi le côté paperasse,
je dirais c'est pour des agents plus administratifs. Après, c'est sûr que dans le fonctionnement d'une collectivité, et c'est ça en tout cas que moi je ne connaissais pas, et même avant d'y rentrer, c'est quand même tout le lien aux élus, le fait qu'on est là pour mettre en œuvre une politique qui a été décidée, qui est visée par les élus. On reviendra sur tout le côté politique. Donc ça, on y reviendra. Mais après, il y a rendre compte, c'est un petit peu ce que tu disais sur la paperasse. Donc effectivement, selon les métiers qu'on peut faire, on va être au contact des citoyens, des usagers. Et pour rendre compte, effectivement, on n'est plus dans la technique, mais on est dans des aspects plus de concertation, de communication. Donc ça, c'est selon les postes aussi. De manière très très concrète, moi aujourd'hui, je fais pas de paperasse. Je m'y retrouve en tant qu'ingénieur technique complètement. J'ai pas l'impression que quelque part que j'ai perdu un peu en niveau technique ou scientifique. Forcément, il y a des choses qui roulent moins facilement que dans le privé. Enfin, moi, je prends un exemple très concret. Aujourd'hui encore, pour faire des signatures de courrier ou des choses comme ça, on n'est pas en signature électronique. Donc, c'est des parapheurs avec des fois 10 niveaux hiérarchiques de signature. Donc là, ça c'est plus dans la logistique interne. C'est ça. Ça c'est un peu de lourdeur interne. Mais à côté de ça, le métier, lui, il est quand même, il n'est pas administratif. Un projet, par exemple, privé, enfin dans le privé et un projet dans le public, ils avanceraient quasiment à la même vitesse. Moi, je pense que en fait, déjà, on oublie la question de la taille en posant le sujet de cette manière-là. C'est-à-dire que aussi bien qu'on a des entreprises privées de très grande taille ou toutes petites, tu regardes Airbus à Toulouse. Avec la structure matricielle qu'ils peuvent avoir, ou Nantes Métropole qui est aussi une grosse structure par rapport à une communauté de communes ou une commune tout simplement. En fait, dans le public, en fait, il y a aussi énormément de niveaux de diversité de taille. Voilà. Alors la grosse différence par contre entre le public et le privé, c'est qu'on rend des comptes aux élus qui ont été donc élus démocratiquement. Voilà, nous notre chef. Au premier lieu, c'est les citoyens qui ont voté l'élu et en fait on assiste l'élu techniquement et on monte des projets. Un cliché que peut-être moi j'ai, peut-être que personne d'autre, mais non, c'est que toi, je me désolidarise de ce que tu vas dire. Non, mais moi un cliché que j'avais, c'était que quand on travaillait dans la fonction publique, on avait un travail un peu plus stable et que finalement on avait des prises de décision on avait moins de risques en fait à prendre des décisions. Alors je dirais que la pression est différente, elle est très différente. Si je compare à un bureau d'études, la pression client, elle est là, c'est la qualité, le délai du rendu. Dans la fonction publique, effectivement, il n'y a pas ces notions-là. Elles n'y sont pas, mais elles y sont de manière différente parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est les élus au final. Donc, si en gros le travail n'est pas fait correctement, que ce soit dans les délais, ça les citoyens savent bien le rappeler effectivement. C'est la première chose que vous avez dit quand ça traîne, c'est long. Et là il y a un coup politique en plus, dû quand le travail est mal fait par les techniciens, derrière il y a un coup politique. Ok. Vous êtes plus en fait sur le rythme électoral un petit peu. Plus que sur un rythme directement du projet, du besoin. Il y a deux choses en fait. Il y a des projets qui peuvent s'inscrire indépendamment d'un calendrier électoral parce qu'ils ont été votés à un moment et donc comme ils ont été votés, ils vont se dérouler. Mais en général, les gros projets, il faut qu'ils rentrent tous dans le cadre d'un mandat. Et là, juste une aparté, quand on n'est pas d'accord vis-à-vis de ce qui se fait, c'est dur de travailler quand même sur les projets. Qui nous tiennent pas forcément à cœur. On n'est pas censé juger. Effectivement, en tant qu'agent public, on met en œuvre la politique qui est décidée, quel que soit notre avis dessus. Après, de manière très concrète, moi, je me suis pas retrouvée dans ces situations-là. Où vraiment, j'aurais eu des choses à mettre en œuvre qui allaient vraiment à l'encontre de ce que je pouvais penser. Moi, ça fait trop peu de temps pour Donc, vous nous avez dit que vous avez tous les deux une partie technique. En quoi elle consiste, toi qui es chef de projet ENR, est-ce que tu regardes comment on peut faire des implantations d'éoliennes, ça consiste en quoi ton travail? C'est très très varié en fait. Alors je fais pas d'études, ça très clairement. J'accompagne en fait beaucoup de porteurs de projets, donc que ce soit d'ailleurs des collectifs de citoyens, des grosses entreprises, des plus petites. Je les accompagne pour trouver du foncier sur le territoire.
voilà. Ou parfois c'est elles qui viennent en me disant on a repéré tel terrain qui appartient à une métropole, est-ce qu'on peut faire une centrale solaire dessus ou pas? Et moi en fait je fais beaucoup de gestion de projet et c'est un métier qui est très transversal puisqu'il faut que j'appelle mes collègues qui gèrent ce foncier, qui sont en urbanisme, qui en fait j'ai toute une chaîne, la commande publique, le juridique, le financier, en fait voilà, et après on monte des projets comme ça et ça reste classé dans du technique. Même si finalement vous voyez quand je le décris en fait je suis plus du tout dans le technique, mais ça peut m'arriver ponctuellement de faire en fait des études, on commande des études où là le regard technique il est quand même toujours important. Et moi il y avait un autre aspect de votre job que je trouvais super, c'est en fait vous discutez avec beaucoup d'acteurs différents et du coup tu parlais que l'ingénieur manquait un manque d'apprentissage en sociologie. Ah oui, alors là c'est pas par rapport aux acteurs qu'on rencontre sur le terrain, c'est plutôt dans la prise en compte des usages. Ne penser que technologie sans penser usage, c'est passer à côté de quelque chose. C'est vouloir faire rentrer de force. Et de la même manière, quand on regarde, en fait, la technologie égale, on pourrait avoir deux usages complètement différents en fonction de l'organisation de la société. C'est vrai que ce que tu dis, je trouve très intéressant parce que ça reflète bien ce qui se passe dans les collectivités qui aujourd'hui, pour la plupart, ont bien compris l'urgence climatique et cherchent à faire de la transition quand même sur les territoires. Et comment faire transition quand effectivement on tient pas compte des gens, qui ils sont, comment est-ce qu'ils font, enfin quels usages ils ont, comment est-ce qu'ils le font, et qu'on essaie de faire les transitions, qu'elles soient vers le vélo, qu'elles soient ou comme moi ce qui peut me concerner plus, les économies d'énergie et je te rejoins, nous, c'est vrai que la sociologie, dans les études, pas du tout vu, mais même encore dans le métier, finalement, on voit que ça vient pas, en fait, c'est encore trop. Vous avez des formations à propos de ça ou pas? Enfin, on vous essaie de vous former. Toi, tu as fait l'école du marine, certes, mais même dans ton métier, quand tu ressens un besoin, tu peux être formé à ce sujet-là. Oui, alors ça, c'est peut-être un atout de la fonction publique. Et effectivement, il y a quand même un accès facile à la formation. Il y a un organisme qui s'appelle le CNFPT qui permet, en fait, les collectivités cotisent à cet organisme et ensuite les agents gratuitement peuvent se former. Alors il faut quand même que les formations soient acceptées, mais et là il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs là aussi on voit que ça a changé et je pense qu'effectivement il y a peut-être des choses notamment sur la sociologie. Et j'avoue que j'ai pas regardé. Voilà, on en parle. Voilà, c'est bon. En rentrant. Ok, bah top. Un autre point qu'on voudrait aborder maintenant, c'est pour aller dans la fonction publique, on se dit aussi encore peut-être une fois un cliché, mais il faut avoir cette vocation pour l'intérêt général, pour le bien commun, tout ça. Est-ce que vous, ça a été le cas? Est-ce que la quête de sens dans votre travail, c'était quelque chose qui était nécessaire? Non, alors moi, je me destinais pas du tout à être fonctionnaire. Clairement, de mon côté, je souhaitais un métier qui avait du sens, mais en lien avec mes valeurs. Puis après, il y a eu une opportunité, mais c'est l'opportunité, en fait, qui a fait que j'y suis allée. Après, je soupçonnais pas tout ce qu'il y avait derrière, non plus l'histoire de concours et tout ça. Je sais pas si on a, vous avez prévu qu'on en parle, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'en parler. Oui, parce qu'il faut refaire encore un concours pour rentrer en plus. Oui, ou rentrer en contractuel. Moi, je suis en contractuel. J'ai pas le concours, donc j'ai une équivalence, mais puis c'est des contrats précaires. Enfin, c'est des CDD d'une durée. Ça c'est très variable. Tu dois passer quand même un concours pour être pris, pour être agent territorial. Et il y a plusieurs grades d'ingénieur. Moi, j'ai tout découvert. Vrai que quand j'ai postulé, comme toi, en fait, le poste c'était un poste permanent. Donc déjà, ça c'est différent si c'est un poste permanent. C'est dire CDI ou CDD, quoi. C'est ça. C'est un petit peu ça. Mais sur un poste permanent, quand on n'a pas le concours, on peut être recruté en tant que contractuel. Moi, ça a été mon cas aussi quand je suis arrivée. Et donc, moi, j'avais un CDD de 3 ans, par exemple. Et je m'étais engagée dans ces 3 années à passer le concours. Je savais pas trop à quoi je m'exposais, mais j'allais le passer. Je sais pas si je l'aurais. Mais en tout cas, je savais que si je l'avais, ce concours, je serais titularisée sur mon poste. Et là, je deviens officiellement titulaire de la fonction publique territoriale. Mais en fait, on n'est pas si nombreux que ça à l'avoir, ce statut-là, parce que de plus en plus dans les collectivités, il y a des contrats beaucoup plus précaires, avec des contractuels, parfois que sur 1 an, sur 6 mois. Et le concours... comme ça, moi qui suis encore étudiant, ça consiste en quoi? On refait des maths? Non, en fait, le concours d'ingénieur, et c'est là qu'on comprend ce que va être la fonction publique aussi, il n'a absolument rien de technique ni de scientifique. Il n'y a pas de maths, il n'y a pas de sciences. Alors là, la grosse difficulté, pour moi, c'était de reprendre un crayon et de faire 6 heures de dissert, en gros.
C'est des notes de synthèse sur des sujets. Alors, on choisit des dominantes quand même plus ou moins techniques. Quand même, ça vaut le coup de se préparer parce que il faut avoir une bonne culture générale en fait. Et ensuite, il y a un oral et là, c'est pareil. Il faut réviser en fait ces élections, le type d'élection, les durées de mandat. D'accord. Enfin, vraiment. Et ils se disent, quand tu vas rentrer dans une institution, il faut que tu comprennes tous les rouages de l'institution. Okay. Et puis en plus, des aspects techniques quand même. Et puis de management. Dès en fait le concours d'ingénieur, il intègre dès le début beaucoup d'aspects managériaux parce qu'en tant qu'ingénieur territorial, un des premiers postes possibles, c'est directeur ou directrice des services techniques. Et dans ce cas-là, il y a du monde à encadrer, même potentiellement sortant d'école. Ok. Bon maintenant pour en revenir vraiment à la vocation, tout ça, on parle souvent des grands mots, vocation, intérêt général, mais c'est quoi concrètement pour vous, enfin pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça se dit. Moi je sais pas, mais déjà l'idée de voir concrètement le résultat de ton travail dans la rue et de voir des gens utiliser la piste cyclable quoi. Ça vaut autre chose en fait. Ouais, bien sûr. Mais améliorer au quotidien l'espace public, moi ça me et puis en fait l'espace public c'est énormément lié à la qualité de vie. Moi ça part comme ça. Effectivement, je me retrouve bien dans ce que tu dis aussi. Moi c'est plutôt sur des aspects de ressources, c'est-à-dire qu'on partage une ville, un territoire et que ce soit sur l'espace public ou que ce soit sur les ressources énergétiques, c'est comment est-ce qu'on les partage, comment on fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès à de l'énergie verte. Alors, une autre question à propos de tout ça, à propos de cette vocation, est-ce que pour la mettre en œuvre dans votre vie, est-ce que vous avez dû sacrifier, c'est peut-être un grand mot, mais faire des concessions, le gros cliché aussi c'est la baisse de salaire. Ça fait rire. En tout cas, en ce qui me concerne, pour travailler, pour avoir un métier qui collait bien à mes valeurs, c'était pas forcément la fonction publique, parce que heureusement qu'il n'y a pas que l'administration qui porte l'intérêt général. Je pense que quand même. Et du coup, pour moi, la fonction publique, elle tombe bien parce qu'elle conjuguait deux choses. Et effectivement, c'est super intéressant l'intérêt général. Et puis moi, j'avais mes propres valeurs qui m'amenaient en fait, qui peuvent m'amener à différents endroits. Donc moi je la prends pas du tout comme un sacrifice cette fonction publique. Pour moi personnellement ça a été une aubaine parce que allez, on va rentrer dans les vrais sujets. Alors avant de parler salaire, moi je vais parler congé parce que pour moi c'était aussi j'ai toujours recherché un bon équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle et donc j'ai toujours analysé mes différents boulots au salaire journalier et pas à l'année parce qu'en fait tout dépend du nombre de jours de congé pour moi c'est vraiment important. Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément mais oui c'est important. Puis après moi j'ai des enfants maintenant donc ça fait pas vraiment partie de l'équilibre. Si je me trompe pas, il y a 33 jours de congés payés, donc 25 jours c'est le seuil légal, donc ce que la plupart des ingénieurs ont dans leur job. Et en plus 24 jours de RTT. Okay. Donc en fait c'est très très confortable. Après il faut avoir un truc en tête quand même. Quand on a commencé à travailler dans le privé et qu'on passe dans le public, le salaire dans le public il est quasiment directement proportionnel aux années d'ancienneté. Ce qui est compliqué, je pense que le changement privé-public au niveau salaire, plus il se fait tôt dans la carrière, mieux il se passe. Parce que les années d'ancienneté du privé, alors avant elles n'étaient pas du tout reprises, maintenant elles sont reprises à moitié. C'est-à-dire qu'on a passé 8 ans dans le privé, on entrait dans la fonction publique, et ben on rentre dans la fonction publique avec 4 ans d'ancienneté, donc un salaire qui équivaut à comme si on était là depuis 4 ans. Donc plus du coup on tape pour rentrer dedans, plus l'écart de salaire risque d'être trop fort. Faut pas se lancer, Et alors, juste pour rebondir, au téléphone, tu nous as dit, Marjolaine, et c'était intéressant, que toi tu considérais, et j'aimerais bien Clément que tu réagisses sur ça, que c'était intéressant pour toi d'avoir fait toute cette expérience en bureau d'études, de se former, toute la technique qu'il y avait derrière, et que tu conseillerais pas, tu conseilles donc de faire un peu avant du privé, des bureaux d'études, etc., avant de rentrer dans le public parce que c'est très formateur. J'ai eu deux domaines quand même d'expertise différents, donc pour parler des télécoms complètement, je pense que le boulot que je faisais, il était
était très technique et j'aurais peut-être pu rentrer dans une collectivité et me servir de cette expertise-là. Après, sur la partie vélo, en fait, moi je me suis formé à titre bénévole via l'asso Paris Ancel, où on se renseignait, on lisait énormément toute la littérature scientifique. Le temps qu'on passe à côté du travail est potentiellement aussi très formateur. Ouais. Et faut pas aussi l'oublier. Non, là, du coup, la dernière partie qu'on voudrait dont on voudrait parler, c'est l'impact. D'ailleurs, ce qui est le plus important pour interrogation, de l'ingénieur dans la fonction publique. Est-ce que si l'ingénieur il est sur un piédestal dans la fonction publique, dans le sens où il est vu comme un expert aux yeux des élus? Alors ça, on peut en parler longtemps parce que c'est vrai que je pense que c'est très variable. Parce qu'on a des élus experts aussi, parfois, qui peuvent même, puisqu'ils sont pas tous politiciens de formation. Hein. Donc je dirais c'est très dépendant parce qu'il va y avoir par exemple le citoyen qui va trouver que ingénieur ou pas, enfin que l'agent de la collectivité il est nul, il est lent, il comprend rien. De toute façon, ça toujours. La boîte qui va penser parce que elle c'est son domaine d'expertise pareil que on n'est pas au niveau ou que mais sauf qu'en fait en général on a une vision en tant qu'ingénieur dans la collectivité, on a une vision très très large, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas à une solution mais à tous les impacts que ça a, comme tu le disais très bien, sur l'organisation de la ville et son fonctionnement. Et c'est un peu ta plus-value auprès des élus aussi, c'est que tu es au courant d'un peu tout ce qui peut se faire et donc de l'impact que va avoir ta telle ou telle action sur la globalité. Oui, parce que quand même, si on prend une note plus positive, oui, quand même, on est écouté. C'est-à-dire que les élus sont en général très très attentifs. Alors déjà, il y a toute une chaîne hiérarchique. Et puis, alors peut-être surtout dans les grosses collectivités comme la mienne, où donc on devient très spécialisé sur des sujets, donc on touche à de l'expertise et finalement, donc effectivement, là, on est bien écouté. Ok. Et donc c'est grâce à un peu à cet centrisme, c'est possible de proposer des idées et que les collectivités elles se. Ça vaut le coup, oui. Clairement, proposer des nouvelles choses, clairement on est écouté. Enfin, ça fait aussi partie, je pense que de notre pouvoir, de notre devoir même. C'est que on doit être on doit faire une veille permanente sur le sujet. On doit toujours être à la pointe, savoir ce qui se fait ailleurs. Ça, je trouve que c'est un des points déjà passionnants et clé si on veut pouvoir aussi être entendu. Puis il y a un vrai enjeu politique parce que même si les collectivités on partage énormément, il y a des réseaux forts ensuite de collectivités, on se connaît entre agents, moi mes équivalents je les connais dans toutes les grandes métropoles de France à peu près, il y a des réseaux en fait qui se tissent, donc ça c'est très intéressant. Mais les collectivités elles essaient aussi, les élus en fait cherchent à mettre en valeur les territoires. Et par exemple, Nantes était capitale européenne de l'innovation l'année dernière, donc par des prix comme ça. Et effectivement, du coup, il faut derrière, c'est les services qui montent tout ça, qui montent les candidatures et les projets qui vont derrière. Donc c'est super intéressant. D'accord. Ok. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci encore de nous avoir écoutés et puis à très bientôt pour un autre épisode. Cliquez fort.